J'ai l'impression, mais peut-être vous me corrigerez, d'abord que Yasuda Yojuro rentre tout à fait dans le groupe des personnes dont vous parlez, puisque justement après avoir soutenu pendant la guerre l'idéologie expansionniste, il va dans toute la période d'après-guerre justement défendre des théories de pacifistes dont vous avez parlé. Je pense qu'on a encore un profil assez proche. C'est un peu dommage finalement que Hashikawa, dans son essai, ne parle pas du Yasuda d'après-guerre, mais je crois qu'il avait cette intuition que quelque chose continue justement. Et il n'a pas développé, peut-être vous l'avez développé, donc je vous remercie d'avoir mis en lumière ce côté-là, qui me paraît effectivement très, très important, de comprendre qu'est-ce qui perdure au-delà de la rupture que beaucoup d'intellectuels, évidemment, on comprend, se sont efforcés de marquer de manière nette et de souligner la rupture, là où il y avait parfois plus de continuité qui voulaient bien l'admettre. 加藤修一について、あまり触れなかったので、一言追加したいと思います。有名な雑種文化論の中には、さっき、このいわゆる近代の彫刻の議論の中で京都学派っていうのと、それから、日本ローマン派っていうのが2つ、片方は哲学、片方は文学ですけれども、重要な柱になっていると。でそれを加藤修一は雑種文化論の中であれエッセイですからね、理論的に展開はしてませんけれども、きちんと批判しています。ただしそれは、日本ローマン派に関しては、外からの批判であって、橋川文宗のようにその日本ローマン派の議論に行かれた人間がいわば内部からの、自己批判を含めた内部からの批判として、この日本ローマン派批判除説を書いたというところがね、加藤の場合と橋川文宗の場合の違いだろうと思います。で言いたいことは、今ここ日中会館なんでフランスっていうことが大事なんですけれども、申し上げたいことは、この京都学派もそれから日本ローマン派もドイツ系なんですよね。京都学派はもちろんドイツの観念論哲学で理論武装してるわけですよ。日本主義なのにですよ。それから日本ローマン派の方はもちろんドイツローマン派からインスピレーションを得てるわけですよね。だからいかにドイツの影響ってものが日本の場合に戦前においてですよ強かったか、これリュッケンさんの大事なテーマなんですけれども、ですからフランスの啓蒙対ドイツのローマン派っていうそういう図式があるわけですけれども、この流れの中で戦前においてフランスの文学は研究されていたけれども、フランスの政治思想っていうのは研究されていなかったなということを強く思います。でその例としてですね、さっきナショナリズム論としてエルネスト・ゲルナーとそれからアンダーソンの例を挙げましたけれども、2つはですね、原著が出版されて英語の本ですから10年以内に翻訳されるわけですよ。それで私がフランスの共和国的なシトワイエンテという概念について、それをベースにしてナショナリズム批判というのをきちんとやっている理論的な本は、さっき挙げたレーモン・アロンの娘であるドミニク・シュナペーフという女性の社会学者、これの、本の名前は「La communauté des citoyens sur l'idée moderne de la nation」、市民の共同体、ネーションの近代的理念という本、これ94年に出てるんですけれども、まだ翻訳がずっとなかったんですけど、やっと最近出ました。20年かかってるんですよ。いかにフランス系の、大事な著作が、この日本語に翻訳されてないかという欠落を示すと思います。それでこの、もう一個付け加えるならば、ナション、ネーションということに関してドイツ型とフランス型ってよく比較をされるんですね。でドイツ型を
非常に図式的に言うとフィヒテのドイツ国民に次ぐというナポレオン軍占領下でのベルリンの公演ですね。これが有名です。それに対してフランス的なネーションというものを、はっきり定義したのは、エルネスト・ルナンという、人の1882年だからフランスがドイツに戦争で負けた後、フランスをどうするかというそういうコンテクストの中で行ったケスキュヌ・ナションというね、国民とは何か。だからフィヒテ型かルナン型かっていうのがよくフランスでは議論されるわけです。でこのルナン型はまさにその日々の人民投票でもって国民というものはみんなの決意によってこの共同体を盛り立てていくんだというこの、みんなの決意でもってできていると。これは丸山正夫の国民共同体の定義にかなり私は近いと思っているんですけれども、はい、それがフィヒテは戦前からたくさん翻訳されてるんですよ。もう何回も翻訳されてるんですよ。それで南原茂はまさにフィヒテの国民、ドイツ国民に次ぐの論理でもって占領下の敗戦後の占領下の日本国民に次ぐっていうそういうメッセージを送ってます。しかしこのルナンの方の翻訳はですね、なんと1997年もう1世紀以上経ってからやっと翻訳されてるんですね。だからいかにフランス研究っていうかな、フランスの影響ってものが日本で少ないか、それは我々フランス研究のやってる人間の怠慢でもあるわけですけど、それをちょっと指摘しておきたいと思います。J'invite à présent Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Oui, je suis un peu embarrassé de parler après des interventions aussi érudites, mais je souhaiterais surtout remercier les conférenciers d'aujourd'hui, de toute la journée et de demain d'être venus ici, à la Maison franco-japonaise, pour ce débat, et de remercier la Maison franco-japonaise d'avoir pris l'initiative de ce débat en cette année anniversaire, qui montre que l'on n'en a pas fini de réfléchir sur cette guerre qui peut-être plus que tout autre, j'allais dire dans l'humanité, continue à susciter les réflexions sur ses causes, ses conséquences. Et c'est probablement dû à la conjonction de trois phénomènes. Le premier qui est celui de son caractère global, mondial, plus que tout autre conflit avant, meurtrier plus que tout autre conflit avant, en destruction, puisque certains disent qu'il y a eu plus de destruction pendant ce deuxième conflit mondial que pendant l'accumulation de tous les conflits précédents dans l'histoire. Donc ça c'est classique d'une certaine manière, même si c'est une ampleur sans précédent. Mais il y a deux phénomènes additionnels qui, eux, sont d'une nature différente. Le premier, c'est la conjonction de deux événements sans précédent, indicibles, qui sont l'Holocauste en Europe et la bombe atomique au Japon. Deux événements qui n'ont rien à voir, on pourra dire, sauf qu'ils sont d'une certaine manière uniques dans l'histoire du monde. L'un de ceux qui a le plus parlé, dit, écrit et montré sur la Shoah voulait venir ici au Japon aussi pour parler d'Hiroshima, parce qu'il y a quelque chose d'indicible dans ces deux événements qui marquent aussi la spécificité de ce deuxième conflit mondial. Et le troisième élément, c'est l'élément idéologique, d'une certaine manière. Et je suis un peu embarrassé par les termes de nationalisme et d'ultranationalisme. Lorsque, si je peux revenir sur des éléments diplomatiques, on s'est rassemblé après la Deuxième Guerre mondiale dans ce qui est devenu les Nations Unies. Au début, c'était les Nations Unies contre le racisme, contre le nazisme. Et le nazisme
dans cette première réaction de la communauté internationale, ce n'était pas une excroissance du nationalisme. Les nazis, d'une certaine manière, ont fait un coup marketing formidable en s'appelant national-socialistes, en donnant le sentiment qu'ils étaient des ultranationalistes ou des ultrasocialistes. Or, ce n'est pas le fondement du nazisme. Ce n'est pas une certaine vision de la nation, c'est une certaine vision de l'homme. Et c'est en cela que je suis un peu gêné par les termes de nationalisme et d'ultranationalisme dans leur traduction française, parce que je comprends qu'en japonais, ce sont des termes différents. Mais dans la traduction française, on a l'impression que l'ultranationalisme, a priori très mauvais, est une sorte de maladie gérontophile du nationalisme qui, lui, n'est pas très bon non plus, mais enfin plus acceptable. Et donc il y a une espèce de continuité comme ça. Or, c'est pas du tout la nature du régime nazi. Vous avez peut-être suivi, enfin ceux qui connaissent bien la France, un débat et une grande émotion qu'il y a eu lorsqu'un homme de la scène politique française, on va dire, a utilisé le terme de détail pour parler de l'Holocauste. Ce qu'il voulait dire, c'était probablement dans son esprit que ce n'était pas très important, et c'est là-dessus qu'au premier sens, les gens ont réagi en dénonçant ces propos. Mais je pense qu'il y avait une analyse en fait plus historique de ce mot de détail. Ça voulait dire la nature fondamentale de ce conflit, un conflit de nationalisme, comme il s'en est exprimé tout au long de l'histoire, enfin en tout cas depuis le XIXe siècle, où une nation veut dominer les autres. Et donc le fait de l'extermination d'une race ou de la supériorité d'une race par rapport aux autres races est un détail par rapport à ce mouvement de l'histoire. Et c'est, je pense, l'inverse, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle réaction en France contre cette prise de parole, c'est que ce n'est pas un détail, c'est le fondement du régime nazi. Et d'une certaine manière, je pense que si on doit parler de la guerre ou de l'après-guerre, c'est aussi sur cette interrogation d'une certaine vision de l'homme plus que d'une certaine vision de la nation que l'on doit s'interroger. Et c'est un débat qui est encore complètement actuel, y compris en termes diplomatiques. Aujourd'hui, je fais un grand saut dans l'histoire, mais on retombe sur les mêmes types de notions. Ce à quoi nous sommes confrontés en Europe, mais aussi aux États-Unis, on l'a vu il y a pas plus de 3 jours, c'est le combat contre des gens qui ont une vision de l'homme différente. Qui est celui de la supériorité, non pas fondé forcément sur la race, mais sur la religion. Mais enfin, c'est une sorte de combat autour d'une vision de l'homme, et c'est le défi que l'on a aujourd'hui. Et c'est en cela, je pense, que vos débats sur toute la pensée de l'après-guerre est fondamentale et d'une actualité brûlante. Donc, encore une fois, pardon d'avoir été un peu long, mais je voulais... d'abord vous souhaiter de bons débats, me féliciter qu'il y ait une salle pleine pour écouter ces interventions et vous remercier de cette initiative. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour cette intervention, cet éclairage sur une perception de la Seconde Guerre mondiale qui, en effet, n'est pas nécessairement la même en Europe qu'au Japon. Il y a des problématiques qui traversent les continents, d'autres qui traversent un peu moins, même si évidemment l'histoire est mondiale.